Installez-vous, bienvenue à cette nouvelle table ronde qui va poser la question du coaching dans le processus d'orientation. Le journal Le Monde titrait, il y a 3 ans déjà, Orientation, la tentation du coaching. Le quotidien nous recommandait une sélection attentive. La tentation, on peut la comprendre. On a beaucoup parlé ici d'infobésité. On a aussi parlé de l'anxiété qui touchait les parents comme les enfants. Donc, est-ce que le coaching est une bonne solution? Comment choisir son coach? Avant de répondre à ces questions avec nos intervenants, je vous rappelle que le dessinateur Urbs est derrière nous en régie. Lui, il est toujours tenté par l'humour. Si vous avez déjà assisté aux conférences, vous voyez de quoi je parle. On peut l'applaudir, ça va l'encourager. Et on commence, comme d'habitude, par une question, un quiz auquel je vous propose de répondre. Alors, vous avez, si c'est votre première participation à une table ronde, vous n'avez peut-être pas encore flashé le QR code voilà, qui est là. Donc vous flashez ce QR code, il va vous permettre d'aller sur une application sur laquelle vous pourrez poser vos questions et répondre au quiz. Donc allons-y. Donc même si aujourd'hui évidemment on s'adresse à un public averti, est-ce que vous jugez avoir les outils pour sélectionner attentivement une coach? Oui, non, bof. Vous n'avez pas non plus fait Kanye Pocket, on peut le comprendre. Pendant que vous votez, j'invite les intervenants de cette table ronde à venir me rejoindre. Daniel Truong-Lanouy, professeur de chaire supérieure au lycée Camille Julien à Bordeaux. Catherine Chabin, coach professionnelle à Auch et à Berlin. Anne-Claude Clark, coach professionnelle et praticienne narrative. Bonjour, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Installez-vous. Alors, on va regarder le résultat de cette question. Est-ce que vous vous sentez armé, outillé pour choisir un coach aujourd'hui? Bah oui, non. Est-ce que vous êtes surprises, mesdames? Je vais vous inviter à attraper vos micros. Ben, pas vraiment, ouais. Parce que notre métier est très mal connu jusqu'à présent. Donc, on est là aujourd'hui pour faire tomber un petit peu les barrières et expliquer ce que l'on fait. Parce que je pense qu'on peut être un outil complémentaire avec tout ce qui est déployé et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, depuis hier, dans cette enceinte qui est Sopro. Donc, nous présenter aussi aux professionnels de l'orientation qui nous connaissent mal. Alors, rentrons dans le sujet. Que doit-on vérifier quand on souhaite, pour soi-même ou pour un proche ou pour ses enfants, faire appel à un ou une coach? Qu'est-ce qu'on doit regarder d'abord? Alors, on va déjà s'entendre sur le mot coach, parce que c'est un mot qui est utilisé à toutes les sauces. On a des coachs aujourd'hui pour choisir les couleurs qui nous vont bien, pour se relooker, pour ranger ses placards, etc. Nous sommes des coachs professionnels certifiés, c'est-à-dire que nous avons suivi une formation qui est reconnue par France Compétences, et qui nous a appris à accompagner des personnes. Donc choisir un coach, c'est choisir quelqu'un déjà qui a été bien formé, et également choisir un coach avec lequel on va se sentir à l'aise, avec lequel on va pouvoir créer une alliance pour partir sur un accompagnement. Mais c'est vrai que, excusez-moi, mais là, vous rentrez tout de suite dans cette approche qui est finalement très personnelle, très individuelle. Avant d'en arriver là, comment est-ce que voilà, on doit identifier, c'est repérable, le coach professionnel, on ne peut pas se tromper? Alors, coach professionnel avec une certification RNCP, donc France Compétences. D'accord. Le plus simple, c'est peut-être pour l'accompagnement des jeunes de se tourner vers des associations de coachs qui regroupent ces coachs-là. Et nous, on fait partie toutes les deux avec Anne-Claude de Génération 15-25, qui est donc une association dans laquelle on rentre uniquement si on est certifié et si on est supervisé. Voilà.
Et alors comment, justement, on arrive à cette certification? Alors, on a suivi une formation spécifique dans une école de formation et donc qui a été reconnue avec un RNCP, donc un niveau Master 1 ou Master 2. Par la suite, il y a d'autres formations, il y a des VAE aussi. Anne-Claude, tu as suivi une VAE. Voilà, moi j'ai suivi un autre parcours. En fait, j'ai commencé une formation de coaching, et puis après j'ai été faire mon marché un peu. Je me suis formée à la communication non violente, aux pratiques narratives, voilà, à tout un tas d'outils qui m'intéressaient. Et puis à un moment, j'ai eu envie de structurer l'ensemble et de le faire reconnaître. Et du coup, j'ai fait une VAE. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui, dans la salle, en ont fait. Je trouvais que c'était un très gros travail, voilà, qui m'a pris pendant 1 an, voilà, pour arriver à être certifiée. Lors de cette formation, elle dure combien de temps? Et qu'est-ce que vous y apprenez? Alors, la formation pour devenir coach de jeunes ou coach d'orientation, elle commence d'abord par la formation en coaching pour adultes. Donc, le coaching professionnel qui, lui, s'adresse à l'entreprise. Et après, on fait une spécialisation dans le coaching de jeunes, dans le coaching scolaire, dans l'accompagnement aux adolescents. C'est une, comment dirais-je, c'est une spécialisation que l'on fait. Donc, on est avant tout coach. Et après, on a dérivé quelque part vers l'accompagnement pour les jeunes et on a fait des formations. Le coaching d'adultes est important de se former parce que c'est cette méthode-là que l'on va appliquer aux jeunes, mais évidemment, on va l'adapter à la population avec laquelle on travaille. Alors, on va après, un peu plus tard, rentrer dans le contenu de ces séances. Je voulais d'abord vous demander, Daniel Triongloy, votre avis. L'orientation, on en a pas mal parlé ici, est une source de stress. Vous comprenez que se développent ces offres privées? Ah oui, ça je les comprends. Je les comprends en fait du fait que la jeunesse en tout cas est sujette à une illisibilité ou une moindre lisibilité des dispositifs d'orientation. Non pas que, en quelque sorte, il y a un défaut, c'est surtout qu'avec l'objet Parcoursup, il y en a peut-être trop. C'est extrêmement difficile pour un jeune maintenant de s'orienter dans un outil, grâce à un outil où il y a des aides à la décision, extrêmement performant, je dirais, puisqu'il faut savoir que à la suite de Parcoursup, c'est extrêmement difficile pour un jeune de ne pas être affecté dans une structure, même si cette structure n'est pas celle qu'il souhaitait. Hein, on est d'accord. Donc, on est quand même passé, je dirais, d'un défaut à un excès. Donc, c'est devenu labyrinthique. Et du même coup, pour décrypter le labyrinthe, pour avoir le fil d'Ariane qui permet de sortir un petit peu de ce fil d'Ariane pour éviter le minotaure, je comprends du même coup l'angoisse des familles, l'angoisse des jeunes, en tout cas, de s'adresser à justement des coachs. Voilà. Ça, c'est évident, oui. Oui, allez-y. Je voudrais juste préciser que le coach n'intervient pas que dans le privé. Il peut intervenir dans le public. Voilà, juste. Pour rester sur cette problématique de l'anxiété, vous, dans votre structure, vous avez remarqué comme un peu partout, notamment après le Covid, on a beaucoup parlé de la santé mentale des jeunes. Vous avez développé un dispositif pour les accompagner, pour qu'ils soient aussi un peu moins stressés quand on sait quand même qu'on a tous ou fait ou eu des proches qui ont fait des prépas. Les gamins sont quand même dans une santé un peu fragile hein, dans cette période-là. C'est beaucoup de travail, Oui. des notes... Je comprends. Alors effectivement, donc je suis démasqué. Hein. Je travaille dans une classe préparatoire. Donc c'est une classe préparatoire aux grandes écoles. C'est le moment où on passe, si vous voulez, de la culture de l'examen jusqu'au baccalauréat. Et dans le post-bac, donc dans le dit supérieur, on entre dans les concours, que ce soit en droit, que ce soit en médecine, et bien sûr dans les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, sont des lycées où on reçoit des étudiants, des post-bac, où donc on va les former à préparer un concours. Or, le concours est en soi donc stressant, parce que c'est une logique de distinction, il faut se distinguer des autres, mais c'est aussi parce que le concours est un concours de circonstances. Et du même coup, cette idée qu'il y a en quelque sorte le hasard qui intervient, qu'il y a qu'en dépit, je dis bien en dépit de tous les efforts qu'on peut faire, on n'a peut-être pas l'école, la formation, la filière qui est souhaitée, ça peut générer effectivement de l'angoisse. Alors qu'est-ce qu'on a fait du même coup à l'occasion du Covid ?
déjà un petit peu avant le Covid, hein, puisque, si vous voulez, il y a une réaction des glandes surrénales qui s'appelle le stress, qui fait qu'un jeune, quand on le met en structure de préparation de quelque chose, et on le voit avec les sportifs haut niveau, j'entendais encore Teddy Riner qui disait, moi, si je n'avais pas été préparé mentalement, alors je n'aurais pas tous ces résultats. Et Teddy Riner, c'est d'abord, si vous voulez, un sacré corps. Hein. Teddy Riner, c'est 2 kinés après les combats, après les concours, si vous voulez. Donc, vous voyez, eh bien, il disait il fallait justement qu'il soit accompagné par une charge mentale. Donc, il y a ce stress, qui est une réaction physiologique, que nous, on avait constaté un petit peu avant le Covid, il faut le dire, et qui vient en fait de ce que, bon, moi, je suis dans une structure qui est reconnue nationalement, mais qui n'est pas non plus, je veux dire, une structure parisienne, pour le dire vite. Hein, voilà. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, du même coup, il y a une conséquence, c'est que les jeunes que l'on reçoit sont peut-être moins informés, moins affûtés que certains autres. Ça, c'est une chose. Et donc, par définition structurelle ou systémique, si vous voulez, on a des jeunes qui stressent peut-être un peu davantage. Et la réaction qu'on a eue, nous, la proposition qu'on a faite à nos jeunes, ça a été finalement de les accompagner sur un dispositif qu'on a appelé, excusez-moi, donc je vais parler un peu en anglais, Yes We Care, Yes We Cagne. L'allusion à Obama est assez évidente, c'est de dire que bon, finalement, même quand on a des handicaps, on peut réussir. À quelles conditions? À la condition d'une certaine éthique qu'on appelle le care. On entretient les relations plutôt que de croire que c'est simplement une éthique de la responsabilité, bon, si vous voulez, tout ce qu'on appelle l'idéologie du don. Donc, à côté de ça, l'idée, c'était de dire, si vous êtes bien accompagné, moyennant certaines relations, donc le care, eh bien, on peut effectivement, du même coup, produire des possibles, voire produire de l'improbable, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, on a mis en place ce dispositif. Alors, comment il se déploie? Il se déploie d'abord par des prises de parole. On a 2 psychiatres, 2 psychanalystes qui suivent les jeunes lors des prises de parole. Donc, il y a des réunions régulières à ce moment-là, où ils peuvent effectivement dire leur mal-être. Hein, c'est une structure par définition malaisante de préparer un concours. On le sait tous, pour avoir passé des concours, le concours, eh bien, on y met de soi, en fait. On ne peut pas ne pas être impliqué par le concours, si vous voulez. Hein. On ne peut pas, si vous voulez, simplement jouer un jeu. Donc il y a une dimension, non plus du personnage, celui qui porte un masque, mais une dimension de la personnalité qui est impliquée. Et donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire intervenir des professionnels de la parole qui, en quelque sorte, réduisent le malaise. Donc ça, c'est une chose. Et puis à côté de ça, donc, il y a aussi donc, des techniques douces. On leur fait faire des exercices de souffle, pour leur expliquer qu'il y a aussi tout un ensemble on dirait, de dimensions corporelles à prendre en charge. Quand on a, pendant 2 ans, l'objectif de réussir un concours exigeant, eh bien, ils ont des cours de sophrologie. Et puis, ils ont aussi des cours de yoga. Voilà. Donc, tout ça, si vous voulez, prise de parole, avec une circulation, bien sûr, très favorable du discours. Et puis, par ailleurs, donc, ce qu'on peut appeler des techniques douces, sophrologie et yoga. Donc, c'est Yes We Care, Yes We Can, et qui fonctionne très bien, puisque du même coup, le jeune, si je puis dire, alors je ne dirais pas qu'il est déstressé, je dirais en revanche qu'il est moins stressé. Être à l'écoute, en fait, alors on va en parler beaucoup avec vous, mais finalement, c'est une dimension qu'on n'imagine pas dans les classes prépa. Enfin, on porte tous beaucoup d'a priori sur cette formation. Oui, alors moi je parle des classes prépa, mais je pense que ça existe aussi en dehors des classes préparatoires, hein, c'est assez évident. Oui, bien sûr, bien sûr. On est d'accord. Donc, si vous voulez, il a bien fallu s'adapter. Oui, et puis le prendre en charge. C'est aussi une responsabilité peut-être de la collectivité, il faut le dire, que de prendre en charge ce qui était peut-être un point aveugle de la formation et de l'orientation. C'est-à-dire qu'on oriente bien quelqu'un qui est quand même, je dirais, moins en insécurité par rapport à soi. C'est surtout ça qui est essentiel. Donc comment on peut le prendre en charge, jusqu'où le prendre en charge, ça sont des questions à la fois éthiques et politiques. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a voulu faire donc, à ce moment-là, les profs de prépa du lycée Camille Julien, ça a été en fait de prendre en charge ce stress pour pouvoir les amener au mieux, notamment le jour du concours, parce qu'il va falloir non seulement les préparer, mais les préparer à performer. C'est notre difficulté, si vous voulez. Vous aussi, mesdames, évidemment, vous êtes à l'écoute. Comment se déroulent vos séances ? On voit pas. Ah.
T'es anxieux, On est- deviens prof, t'as le bon profil. On n'est pas loin de ce qu'on va voir après, tout de suite après dans une vidéo. Exactement. Après, tout dépend comment on intervient, si on intervient en collectif ou si on intervient en individuel. Alors, Voilà. en collectif, c'est-à-dire, en fait, vous êtes appelé par des établissements, vous intervenez devant les classes? On intervient devant les classes, on intervient aussi parfois sur des salons de l'orientation, donc avec notre association, où on fait vivre des ateliers pour les jeunes, aussi pour les parents, et on a même des ateliers duo parents-enfants. Ah oui, c'est ça, parce que le collectif, c'est un peu contre-intuitif sur le coaching, en fait. On se dit Eh ben, forcément... vous allez voir que le collectif peut se développer en individuel. On va faire une petite expérience tout à l'heure. C'est l'idée qu'un atelier collectif peut travailler sur un objectif personnel de chacun, en fait. C'est là, vous avez pas prévu un jeu pour nous? Ouais. On y va, on le fait? On y va, on le fait. Oui, on a tous très envie de jouer. Hein. On avait à cœur d'essayer de vous faire vivre un petit peu une expérience. Une expérience. On est là aujourd'hui avec des professionnels de l'orientation. Nous-mêmes, on s'est orientés à un moment de notre vie. Ça n'a pas toujours été un moment très simple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est professionnels de l'orientation. On voudrait vous partager un petit peu notre propre expérience, Anne-Claude. En fait, pourquoi je travaille aujourd'hui comme coach dans le domaine de l'orientation? En fait, ça va s'enraciner très clairement dans mon histoire. Quand j'étais en terminale, je ne m'étais pas très bien organisée dans mon travail et je ne pensais pas avoir mon bac. Et puis je l'ai eu. Et je me revois avec mon diplôme me promenant à l'université. Et finalement, j'étais vraiment perdue. Je me suis dit, tiens, je pourrais être, par exemple, un style bilingue. Je vais m'inscrire en fac d'anglais. Et donc, je me pointe à la fac d'anglais. Et là, on me dit, mais quelle licence? Moi, je n'avais même pas réfléchi. Je n'avais rien anticipé, rien. Je ne savais pas qu'il existait des études d'anglais qui pouvaient être différentes. Et donc, je regarde et je prends celle qui rentre le plus tard possible parce que je voulais faire les vendanges. Je me suis retrouvée en anglais littéraire et j'ai pas tenu 3 mois. Donc vraiment là j'aurais eu besoin d'avoir de l'aide et là aujourd'hui mon énergie elle vient s'enraciner dans ce moment-là en fait. Et moi c'est un moment que je partage mais d'une façon différente. J'étais au lycée, là l'orientation est arrivée au niveau du bac. Pendant l'année de terminale, j'avais bien essayé de trouver des solutions, d'aller sur des salons étudiants, mais je ne savais pas. Donc le bac en poche, je suis allée à l'université la plus proche de chez moi et j'ai procédé par élimination. Les sciences, j'en veux plus, j'avais fait un bac scientifique. Le littéraire, c'est pas pour moi. L'histoire géo non plus. Les langues, alors n'en parlons pas. Et il restait quoi? Sciences éco. Parce que j'avais fait une petite option économie au lycée. Je me suis dit, bon, ça m'intéresse de façon générale. Et je suis rentrée dans ce cursus et comme beaucoup, sans trop savoir pourquoi, sans passion, avec un intérêt quand même, mais pour une culture générale, je dirais, comprendre le monde autour de moi. Et puis je suis arrivée à la licence et puis à la maîtrise, j'ai lâché l'affaire parce que l'idée de départ, c'était de travailler en banque, en finance. Et je ne me voyais pas du tout. Donc, j'ai abandonné à ce moment-là. Et donc, ça m'est toujours resté. Mais je pense que ici, et quand on discute avec les gens, il y a quand même beaucoup d'histoires similaires. Alors, voilà pourquoi on va vous faire vivre cette petite expérience. On va vous faire revenir dans le passé. On va remonter le temps. Et vous, on va vous poser une question. Munissez-vous d'un petit cahier, je pense que vous avez tout su pour prendre quelques notes. Ça va durer quelques minutes pour ceux qui veulent jouer le jeu. Sinon, les autres, merci de garder le silence. Et vous, il y a un certain nombre d'années, parce que je ne vous vois pas, je ne vois pas les âges sur vos visages, quand au moment de l'orientation, les moments clés de l'orientation, où étiez-vous ? Et on va replonger dans ce passé. Les moments clés, c'est-à-dire le moment où on s'est posé la question et où on est allé trouver l'information?
On a cherché. On a cherché l'information. Et où on a eu à donner une réponse. C'est surtout ça. Ah, ok. Essayez d'identifier un moment bien précis et vraiment de repartir dedans. Genre là, on vient d'avoir le bac, puisqu'à l'époque, on s'inscrivait, enfin, à la mienne, on s'inscrivait après le bac en fac. Donc, on vient d'avoir le bac et on regarde où on va s'inscrire. Ça peut être ce moment-là, ça peut être un moment en classe de 3e, pourquoi pas. Ça peut être un moment aussi où un moment décisif. Peut-être plus tard, où j'ai enchaîné une formation sans me poser de questions. Ou, en tout cas, nous, on présuppose, sans être devin, qu'il y en a beaucoup ici qui travaillent dans l'orientation et que c'est peut-être pas par hasard. Donc voilà pourquoi on a envie de vous envoyer, de vous renvoyer dans un moment bien précis, bien identifié de votre histoire où vous vous êtes posé la question de l'orientation. Voilà. Pas par hasard. Est-ce que vous sous-entendez que, en fait, c'est une forme de réparation, en fait, qu'on enclenche quand on veut travailler dans l'orientation, parce que soi-même, on a eu du mal à être orienté? Pas forcément c'est pas une forcément question ça. de réparation. D'accord, ok. Non, parce que comme vous dites pas par hasard, c'est ça que je me demande. Eh bien, peut-être que ça peut être par réparation, pourquoi pas, par envie, en tout cas, on se dit que vous n'êtes pas là dans vos jobs actuellement complètement par hasard. Voilà, c'est juste. Voilà. Donc, si vous voulez bien accepter de plonger, vous partez aussi avec nous. Ah ben non, moi j'adore jouer. Depuis ce matin, j'ai joué à un tel aventurage, j'ai joué à tout. Alors c'est parti. Rappelez-vous. Dans ce moment-là, essayez de vous replonger, voilà, de voir qui était là autour de vous dans ce moment précis, où étiez-vous, à quel moment, à quelle étape de votre vie, mais géographiquement aussi, dans quel endroit, comment vous sentiez-vous? Est-ce qu'il s'agit plutôt de souvenirs positifs, négatifs? Et quelle couleur vous leur donneriez à ces souvenirs? Voire même, si vous deviez mettre une image météo sur une situation météo, est-ce que dans ce moment-là, ça serait plutôt un soleil voilé, du brouillard, de la pluie, carrément la tempête? À ce moment-là, qu'est-ce qui était facile pour vous? Qu'est-ce qui a pu vous aider dans ce moment-là? Mais aussi, peut-être, qu'est-ce qui a été un problème? Qu'est-ce qui vous a freiné? Quels obstacles avez-vous rencontrés précisément? Et si vous aviez le super pouvoir de revenir auprès de ce jeune que vous étiez, avec votre expérience d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez lui apporter pour l'aider à avancer dans son projet d'orientation? De l'aider pour répondre à son besoin. Et si on revient à aujourd'hui, après toutes ces petites questions,
qu'est-ce que vous aimeriez garder de ce moment-là et introduire dans vos pratiques professionnelles, voire même concrètement la semaine prochaine, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous le faites, ça marche, hein? Non? Je trouve ça pas mal. Alors, on vous a fait vivre un tout petit échantillon de ce que l'on peut faire dans des ateliers collectifs, justement pour inciter l'individu à se poser un certain nombre de questions. Et alors, j'imagine qu'en retour, vous avez principalement... c'est fini? Oui. Non, je ne voudrais pas gâcher les questions finales. En retour, j'imagine que la plupart répondent qu'ils ont manqué d'informations. Le moment de qu'est-ce qu'on aimerait dire aux jeunes que l'on était à ce moment-là, ou qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir à ce moment-là, c'est certainement de l'information, notamment. Alors, avant l'information, je pense qu'il faut d'abord déjà se connaître. L'orientation, comme ça a été dit hier, repose sur 3 piliers. Et est-ce qu'on peut se dire aussi se connaître quand on a 18 ans? Eh bien, on peut se poser des questions déjà quand même. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire, à 18 ans, on n'est pas le même qu'à 25 et à 40. Non, mais justement, à 18 ans, déjà, qui on est à 18 ans? Quelles sont ses aspirations? Quelles sont ses motivations? Est-ce qu'on a envie de partir vers des filières très sélectives? Est-ce qu'on a envie de rester sans sa famille? Est-ce qu'on a envie de partir à l'autre bout du monde? Est-ce qu'on est plutôt sur des apprentissages où on peut être très autonome, donc aller à l'université, ou alors au contraire avoir un besoin d'être encadré? Voilà, c'est ce genre de choses sur lesquelles on va travailler. Il y a aussi un facteur, et je voudrais qu'on en parle avec Daniel Truangleuil avant de regarder la vidéo que vous nous proposez, c'est que peut-être que certains d'entre vous, dans les freins, les obstacles, dans le jeu que vous nous avez proposé, il y avait l'argent. Oui. En plus, avec le recul, on en a d'autant plus conscience. Dans son propre parcours, on a pu avoir cette difficulté. Les inégalités sociales en prépa, est-ce que tous les jeunes que vous avez, ils sont à 90% issus de milieux favorisés? Oui, statistiquement, de toute façon, ça fonctionne, puisque tout cela est corrélé. Hein, donc, malheureusement, les inégalités sociales ou les conditions sociales de l'apprentissage, les conditions sociales de la vie estudiantine sont effectivement présentes aussi. Ça, c'est assez évident. La question pour moi, puisque c'est quand même très, très, très travaillé, hein, 26 mars 1977, Pierre Bourdieu répond à une émission de France Culture, 26 mars 1977. Donc, il parle d'égalité des chances. Déjà, il répond aux éditeurs de France Culture et il parle en termes, justement, de conditions sociales d'apprentissage. Mais bien sûr, Bourdieu va aller plus loin. Donc, moi, ce qui m'intéresse déjà, si vous voulez, depuis 1977, c'est qu'est-ce qu'on fait pour prendre en charge les conditions sociales, si vous voulez bien. Et puis, vous dites, il faut se battre sur l'égalité de la réussite. Voilà, pas seulement l'égalité des chances. C'est-à-dire, donc, on parle déjà d'égalité des chances, 1977, dans cette émission. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'égalité réelle. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse quand on déploie des dispositifs, on en parlera peut-être tout à l'heure à l'occasion de la vidéo, c'est comment on peut finalement faire en sorte que l'égalité des chances ne soit pas la justification des inégalités de réussite. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait en fait quand on regarde qui intègre le profil de ceux qui réussissent, ceux qui, en quelque sorte, si vous voulez, au terme du concours, se retrouvent justifiés par la réussite au concours. C'est ça qui est intéressant pour moi. Donc, il y a bien sûr ces conditions, ces inégalités. Daniel Cohen, Richesse du monde, pauvreté des nations, 1997, disait chapitre 4, le problème du XXIe siècle, c'est l'accroissement des inégalités. Regardez, ça commence comme ça, chapitre 4. Donc, si vous voulez, vous voyez, c'est une vieille... enfin, c'est quelque chose qui est très, 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 très documenté, très, très, très objectivé. Donc, du même coup, ce qui m'intéresse en tout cas professionnellement, dans les processus d'orientation auxquels, de toute façon, en tant que professionnel de l'enseignement, on est confronté. On a des jeunes qui sont angoissés, comme vous le disiez, des jeunes aussi qui sont soucis d'eux-mêmes
Et ça se comprend, parce que s'ils sont, eux, pas en souci d'eux-mêmes, qui va le faire? Donc, si vous voulez, on déploie des actions où, à partir de certains travaux, certaines études, comment sont prises en charge justement cela. Peut-être qu'il y aura du coaching, il y a peut-être aussi un travail à faire en collaboration avec des structures collectives, conseil régional, éducation nationale, par exemple les universités, puisque je travaille parfois aussi donc, avec ces structures, voilà, pour essayer de voir comment on peut fluidifier les parcours, comme on dit, puisqu'on ne parle plus en termes de mobilité, on parle maintenant en termes de fluidification des parcours, ce qui est loin d'être négatif, et on verra pourquoi. Et donc, oui, ça, c'est sûr qu'il y a des inégalités sociales. Alors, moi, je voulais juste dire quelque chose, c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas que des inégalités sociales. Voilà. Là, vous posiez la question, je vais taquiner un peu pour lancer le débat. Qu'est-ce qu'on regarde quand on est parent, si oui ou non le jeune a besoin du coach? Moi, je dirais, je regarde d'abord mon portefeuille. Hein. Combien ça coûte d'être coaché? Mais tout dépend si on intervient dans des associations. Les coachs dans certaines associations interviennent, et justement dans des associations qui s'occupent de personnes qui sont très éloignées de l'école, et auquel cas c'est l'association qui va rémunérer le coach. Alors après, il y a tous on sait aussi que les personnes qui sont en difficulté financière n'ont pas forcément appel aux droits auxquels ils pourraient... non, mais ils sont connus de certaines associations. Et ce sont ces associations qui vont les mener vers un accompagnement. D'accord. Voilà. Alors ces associations, c'est-à-dire elles viennent... elles font appel à des coachs. Ça, je comprends. Très clairement. Mais par contre, comment est-ce que... Moi, je voudrais de l'aide pour mon enfant. Comment est-ce que j'arrive à vous... Alors, en individuel, vous avez tout à fait la possibilité d'aller sur le site de Génération 15-25. On a 170 coachs sur tout le territoire national et international. Et vous allez regarder les profils des coachs qui sont proposés, qui sont peut-être proches de chez vous ou pas, qui travaillent en visio ou pas. Ma question, c'était si je veux bénéficier d'un accompagnement qui me coûte rien ou pas trop cher, et vous nous direz combien, comment est-ce que je fais ? Vous passez donc soit par des associations, soit dans les établissements. Il y a certains établissements dans lesquels certaines de nos coachs travaillent, notamment dans le supérieur. Donc en fait, il faut chercher les associations qui existent. Alors, ma question est très pratico-pratique. Nous sommes des coachs indépendants, donc nous avons besoin d'avoir une paye à la fin du mois. Donc il faut bien que quelqu'un nous paye. Non, voilà. C'est pas du tout ce que je suis en train de remettre en question. Non, mais... Je veux simplement me mettre à la place du parent qui est comme tous les parents, du gamin qui est comme tous les gamins, en stress, à pas savoir, à essayer de comprendre et à essayer de trouver la meilleure voie. Il a très envie de partager, de découvrir aussi et de profiter de votre aide. Il peut passer par une association, oui, mais genre quelle association? Enfin, vous voyez, comment est-ce qu'il fait? Il tape sur Internet. Il y a Rêve d'elle, par exemple, qui s'occupe des jeunes filles. Il y a Tadam. Il y a un certain nombre d'associations. Après, les parents peuvent faire appel à des plateformes de coaching. Là, pour le coup, à vérifier les coachs qui sont derrière. Ok. Voilà. Okay. Le plus sûr, c'est aussi le bouche à oreille. Tout comme quand vous allez voir un psychologue, un ostéopathe. Oui, mais vous voyez, le bouche à oreille, c'est un petit peu la même histoire. C'est-à-dire que quelles sont les bouches, quelles sont les oreilles? C'est-à-dire avec qui on vit, en fait. Quel est notre entourage? Est-ce qu'on a un entourage qui profite de services de coaching ou pas? Enfin, vous voyez, c'est toujours un peu... quelle est notre communauté? Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi, pour faire connaître notre métier, parce qu'en fait, notre métier est très peu connu. Mais c'est pour ça que c'est très important que vous soyez présente. On a besoin d'avoir une visibilité et de nous faire connaître et de dire, alors en plus de tout ce qui nous est proposé par, je dirais, l'État, au sens large, par toutes les institutions, qu'est-ce qui peut exister à côté, qui peut être complémentaire. Donc voilà. Et alors, combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Ça coûte l'équivalent d'une séance chez un psychologue ou chez un ostéopathe. On a des tarifs un peu donc différents. Donc environ 50 €? Un peu plus. On est entre, je dirais, 50 et 100 € la séance d'une heure. Mais tout dépend, si on intervient en individuel pour un particulier, si on intervient pour une entreprise,
si on intervient En pour un collectif établissement scolaire. Ouais. Voilà, Là, dans le c'est- cadre du jeune, parce que il est important en effet, il va falloir qu'on en parle de l'orientation tout au long de la vie et de ces remises en question, de ces temps de remise en question aussi que vous proposez. Mais pour un jeune, c'est quoi? C'est trois séances? Ça dépend. En fait, un coach, ça moyenne travaille par objectif. Et c'est la première séance qui est véritablement là pour déterminer un objectif qui soit mesurable, atteignable, concret. Voilà. On leur pose vraiment la question, bah, si tu partais sur un accompagnement, qu'est-ce que concrètement tu voudrais avoir à la fin? D'accord. On est loin de... voilà, enfin, on a envie de quelque chose de concret et de réalisable. On n'est pas dans l'imaginaire, quoi. Voilà. On va regarder la vidéo que vous nous avez amenée. Du coup, on va se plonger dans un rendez-vous entre une jeune fille qui rencontre une coach un peu spéciale. Bonjour Léna. Bonjour Madame Duvreuil. Est-ce que tu sais pourquoi on se voit aujourd'hui? Oui? Oui? Pour essayer de trouver un métier qui pourrait te correspondre. Est-ce que tu as déjà une petite idée? Oui, photographe. Photographe. Tu pratiques déjà? Oui, les soirs en rentrant du collège, je monte au grenier, j'allume une mandarine. Une mandarine? Ah oui, pardon, une mandarine, c'est un projecteur. Ça ressemble, je pense qu'on l'appelle comme ça parce que ça ressemble à une mandarine géante. D'accord. Après, je place un objet et je prends des photos. Tu es une vraie professionnelle. Oui. Et sinon, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. La prise de la Bastille, ça t'évoque quoi? La prise de la Bastille. Oui, la prise de la Bastille. Comme la Bastille, ça représente les privilèges, c'est une allégorie, et ben, ils ont détruit la Bastille. Prof d'histoire? Je te pose une question et tu as répondu du tac au tac. Ça pourrait être une voie qui pourrait très bien te convenir. Puéricultrice, tu pourrais travailler avec les enfants. Infirmière. Infirmière, c'est un métier où il y a toujours du travail. Tu pourrais faire une école de commerce, par exemple. Parce que le métier de photographe, c'est un très, très joli métier. Mais maintenant, vous, les jeunes, vous avez très envie de faire des métiers artistiques. Mais ce sont des métiers très difficiles. Les places sont très rares. Du coup, moi, je trouve ça très intéressant que tu continues cette passion. Mais tu peux éventuellement la pratiquer plus en passe-temps. Et à côté, tu peux te créer un bon bagage. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Photographe. Elle est géniale cette vidéo. J'ai dit coach, c'est plutôt une enseignante en fait. On On est sait dans pas. une classe. Enfin, on est dans une classe. La déco, c'est On une ne sait classe. pas, on ne On sait sait pas pas. qui est En cette tout femme. cas, c'est un référent. En tout cas, c'est un référent pour cette jeune fille. Évidemment, ça fait réagir. Évidemment, on est dans la caricature, mais pas. Comment est-ce qu'on fait justement quand on a un jeune qui vient? Comment faites-vous quand vous avez un jeune qui vient avec un métier? Bon, photographe, c'est pas. Enfin. Ça semble pas dingue et irréalisable, quoi. C'est pas astronaute. Ce qui mais... frappe dans cette, dans cette séquence, peut-être que, enfin, c'est que le coach, c'est d'abord quelqu'un qui va écouter. Or, elle est, la personne référente est dans l'écoute, mais pour l'idée qu'elle suit. Enfin, je veux dire, elle a décidé qu'on ne pouvait pas être photographe, donc voilà, tout part dans son sens. Moi, ça me ramène directement aux questions voilà, de croyances limitantes qui peuvent habiter les personnes qui travaillent dans l'orientation, pourquoi pas, voilà, qui peuvent habiter les familles. Moi, j'ai des familles dans lesquelles on me dit, moi, mon fils, il veut être psychologue, mais c'est pas un métier, ok.
ou bien des croyances limitantes qui peuvent habiter le jeune lui-même. Et bon, on en a abordé quelques-unes tout à l'heure. Enfin voilà, est-ce que je suis capable d'eux? Est-ce que voilà, est-ce que c'est un métier scientifique? Est-ce que ça va pour moi parce que je suis une fille? Est-ce que voilà. Donc déjà cette idée de croyance limitante et par rapport à l'accompagnateur, nous on a une grande force dans le coaching, c'est la supervision. On a vraiment quelqu'un qui nous accompagne pour nous aider à prendre du recul et à dépasser ce qui pourrait être de nos propres freins. Et je voudrais juste faire un petit aparté. Le coaching n'est pas du conseil. On ne dit pas aux jeunes, cette nuance. On ne dit surtout pas aux jeunes, toi tu seras ça ou tu seras autre chose. Alors que c'est peut-être ce qu'il vient chercher d'ailleurs. Quand il est perdu, quand il ne sait pas. Là, elle sait, elle, mais quand il ne sait pas, c'est peut-être... Au démarrage, comment est-ce que vous faites justement pour on lui explique pas ça. choisir à sa place? On lui explique ça et on lui dit, c'est toi qui vas trouver la solution. On va t'aider à trouver la solution. Notre meilleur outil, c'est notre questionnement, les questions ouvertes, comme vous l'avez peut-être un petit peu expérimenté tout à l'heure. Et au fur et à mesure des questions, on rebondit sur des mots qui ont été prononcés par le jeune pour creuser, pour aller voir là où il va. Et pour faire émerger ce qu'il a en lui. Parce que vous avez dit tout à l'heure, mais à 18 ans, on ne se connaît pas très clairement, même à 17. En tout cas, on va changer. C'est surtout ce que je voulais dire. C'est que on peut évoluer, ouais. Mais on va chercher comme ça au fond de lui, parce qu'on part d'un paradigme qui dit il est capable de se prendre en main et de faire émerger ce qui va devenir plus tard. Il a toutes les solutions en lui, simplement, il ne regarde peut-être pas au bon endroit pour aller atteindre son objectif, et notamment pour la question de l'orientation. Moi, j'en ai qui arrivent et qui viennent chercher ce qui historiquement pouvait exister dans les années peut-être 70, l'expert de l'orientation qui vous disait, qui vous faisait passer 3 tests et qui vous disait voilà ce que tu vas faire. Donc il y en a encore aujourd'hui qui viennent me voir en me disant vous allez me dire quel métier je vais faire. Et moi, je leur dis mais jamais. En revanche, je vais t'aider à trouver les moyens de voir quel métier tu vas pouvoir faire. Daniel Triangle-Oeil, comment est-ce que vous voulez peut-être déjà réagir à ce qui a été dit? Oui, je voulais juste rappeler, très bien pour le coach, donc tout ce travail de maïotique, pour parler un peu comme ça, donc trouver en soi les capacités à s'orienter, c'est très chouette. Mais il se trouve que le jeune, il est en situation, il est dans un contexte. Et est-ce qu'il ne faudrait pas du même coup accompagner l'accompagnateur lui-même dans la connaissance des structures, et il faut employer le terme des déterminismes quand même. On est dans une société dans laquelle, le moins qu'on puisse dire, c'est que les déterminismes sont extrêmement structurants des parcours des jeunes. Je rappelle le parcours, c'est qu'il y a bien sûr des possibilités institutionnelles. Ce qu'on appelle parcours, c'est comment le jeune s'approprie ces possibilités institutionnelles. Donc cette appropriation, elle est quand même biaisée par, si vous voulez, cette capacité, c'est sûr en soi, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est déjà corrélé à d'autres capacités, si je puis dire, si vous voulez, pour parler comme certains Nobel. Donc ça, j'aimerais savoir justement si vous tenez compte de ces contextes dans votre orientation, ou c'est simplement en fait un travail maïeutique. C'est très chouette, ça me fait penser effectivement à de la philo. Je trouve ça très chouette, j'ai l'impression d'avoir Socrate. Alors, on ne travaille pas hors sol. D'accord. Très clairement, on ne travaille pas hors sol. On prend le jeune dans sa globalité. Et évidemment, quand on voit qu'il a besoin de plus de connaissances des métiers ou des filières de formation, on n'est pas spécialiste des filières de formation. Loin de là, on les adresse alors au CIO, à tout ce qui est à sa disposition. Je dirais, quand on prend un jeune en coaching, on ne va pas tout seul l'orienter ou l'aider sur son orientation. Est-ce que finalement, il y a effectivement tout un environnement autour de lui. Peut-être même changer le nom, parce que finalement, orientation, c'est déjà partir quelque part, alors que vous parlez beaucoup de ce qu'il est là.
Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un peu le coach de tu es Dans- ici. Ouais, dans notre objectif avec le jeune, ça va vraiment être de l'aider à construire un projet qui soit aligné avec l'ensemble de la personne. On va parler tête, cœur, corps. Voilà, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce que je suis en capacité ou pas scolaire de faire, qu'est-ce qui me fait vivre, qu'est-ce qui m'anime, et puis concrètement, est-ce que j'y vais et s'il y a une des trois parties qui n'y est pas, quelque part, c'est vraiment que le projet n'est pas aligné, quoi. Est-ce que vous appuyez sur des bulletins scolaires? On leur, moi, ce que je m'attache à faire, c'est à les aider à se projeter sur les attendus. Pardon, on rigole 2 secondes. On regarde le dessin. Excusez-moi. Donc, on se projette sur les attendus. De se projeter sur les attendus. Tu veux partir là-dessus? Qu'est-ce qui est nécessaire? Je renvoie aux professeurs. Par exemple, tu as envie de viser une prépa. L'année dernière, ton professeur sait très très bien à moyenne égale voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont été pris dans une prépa ou pas? Est-ce que voilà, vraiment essayer de les envoyer sur les attendus, et c'est là que les fiches de formation sur Parcoursup sont extrêmement intéressantes parce que les attendus sont vraiment précis. Et alors justement, ce jeune, s'il veut faire une prépa et à Camille Julien, il va peut-être tomber sur Daniel Triangleuil, puisque vous faites partie du jury de recrutement. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous les Oui, c'est une très bonne question. Donc c'est à partir de quoi on recrute, donc les critères de recrutement. Or, je tiens à le dire, donc aux professionnels de l'orientation, bien sûr, on tient compte du bulletin, c'est-à-dire les compétences académiques, mais on sait aussi que dans le dossier Parcoursup, il y a toujours centre d'intérêt à mettre en place, tout ce qu'on appelle la motivation. Donc, on tient beaucoup compte en fait de la motivation parce que, si vous voulez, sur à peu près les 1500 candidatures pour 90 postes, c'est un peu ce qu'on a à Caju, qui est en fait un lycée effectivement à niveau national. Eh bien, du même coup, ce qui se passe, c'est que on va aller chercher dans ces lettres de motivation des indications qui font que on peut effectivement travailler avec le projet de ce jeune. C'est-à-dire, nous, on a aussi le souci d'éviter les catastrophes humaines. On a aussi le souci d'accompagner au mieux pendant 2 ans, vers la réussite de ce jeune. Oui. Donc, Ouais. on ne regarde pas que les bulletins. On regarde bien en revanche, et Dieu sait si c'est extrêmement difficile parce que ça prend beaucoup de temps, on est plusieurs, c'est toujours une décision collective de recruter ou de ne pas recruter. Donc du même coup, il y a d'autres enseignants avec nous, on a le même capital symbolique, tous les profs de prépa, et notre souci, encore une fois, c'est d'aller au-delà des compétences académiques bulletins. Donc ça c'est sûr. C'est important de le savoir, mais voilà. Oui, alors parce qu'en fait, ils ont le même bulletin. C'est ça, si vous voulez. Ce qui se passe, c'est que nous, on arrive à terme déjà d'un process, donc post-bac. Si vous voulez, ils ont déjà été filtrés. Ils ne sont pas dans les filières professionnelles, ils ne sont pas dans les filières techniques. Vous voyez, donc il y a eu déjà ce qu'on appelait un tri social à mon époque. Déjà. Donc on arrive là, ils ont déjà, ils sont très très bons élèves, académiquement. Et donc maintenant, dans les critères de recrutement, il y a autre chose en fait dans l'orientation. C'est qu'on va recruter finalement. Alors pour le dire de façon exagérée, de façon caricaturale, mais vraiment pour lancer le débat, on va chercher les soft skills. Et je ne le traduis pas exprès. Ouais, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on a démarré cette journée justement avec une solution Goshaba qui propose des soft skills. Et en effet, il y avait cette discussion, est-ce qu'on parle de compétences, est-ce qu'on parle de capacité, de capacité. De capacité. Ouais. Et alors, comment est-ce que, justement, vous arrivez à travers une lettre de motivation, sachant que ces jeunes en envoient un nombre Ils en quand envoient même. 100 pour avoir 0 réponse. Moi, c'est souvent ce que j'ai comme réponse quand je tourne dans les bahus, si vous voulez. Donc hier, j'étais à difficile de Mérignac. mettre beaucoup de cœur dans chacune de ces lettres. Oui. Alors, ils y mettent beaucoup de cœur, et je les comprends.
Donc pour nous, c'est super parce qu'on peut travailler avec le cœur et la raison du même coup. Mais le problème, si vous voulez, c'est que, alors c'était il y a 4 ans de ça, c'est le début de Parcoursup, on s'est retrouvé en commission avec 2 fois la même lettre de motivation, si vous voulez. Vous voyez, 2 candidats différents, même lettre de motivation. On a compris qu'il y avait une entreprise derrière, quoi. C'est-à-dire l'angoisse quand même des familles est prise en charge par des entreprises, si vous voulez. Et donc, la question de l'égalité de traitement va se poser, d'un point de vue politique, j'entends, hein, puisque j'ai cru comprendre que ce à quoi on contribue actuellement était quand même porté par une structure collective. Donc, c'est quand même pas rien. Ça ne peut que nous inquiéter. Voyez. Donc, ça nous est arrivé. Et, Après, ça a toujours un peu existé, non? Tout le monde a toujours un peu triché, tout le monde a... Alors moi, je dirais pas tricher. Je ne m'inclus pas, bien sûr. Mais... Alors, je ne dirais pas tricher, mais on n'a pas encore parlé de ça. L'orientation n'est plus, je crois, une affaire de délit d'initié. Avant, on savait, on ne savait pas. Rappelez-vous, il y a 30 ans, on disait « Oh, si j'avais connu l'existence des classes préparatoires, alors... » Bon, c'est délit d'initié. Donc, est-ce que oui ou non, l'orientation ou la question du recrutement, du coaching, tout ça, relève de ce qu'on appelle l'accès à l'information? Moi, je ne le crois pas. Je crois que de nos jours, les jeunes, ils ont tous un smartphone. Ah oui, culture lycéenne, oui, mais ils ont tous trop d'infos aussi. Il en a beaucoup été question de l'infobésité. Oui, alors... Qui est trop d'infos? L'infobésité, effectivement, avec des CNews et puis avec des émissions dégueulasses par ailleurs, ça existe aussi. Mais il y a aussi de très très bonnes infos, ça c'est sûr. Mais il faut les trouver. Oui, mais alors je pense que il y a, si vous voulez, dans les bibliothèques du CIO et de l'ONICEP, il y a de très très bonnes plaquettes. Je me rappelle une fois être allé au ministère de l'Éducation nationale à la demande d'un ministre, et j'étais étonné que dans les couloirs, il y avait justement ces présentoirs, si vous voulez, de l'ONICEP. Il y a de très très bonnes infos. Oui, la question, c'est pas ça, je pense. Je pense que la question, c'est la question du traitement de l'information. Et de l'accompagnement. Oui, alors après, c'est l'accompagnement. Alors on va voir ce que ça signifie accompagner, ce que ça signifie coach. Parce que s'il s'agit simplement de donner les enjeux, je pense que les jeunes le savent. Ils font des cours de SES. Certains, il y a le bouche à oreille, ils se connaissent, il y a des associations de jeunes. Hier, j'étais invité, moi, à la demande d'étudiants dans 2 lycées, vous voyez. Donc, oui, l'info circule. La question, en revanche, c'est comment on traite l'info. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ces jeunes, une fois que vous les avez recrutés, vous les accompagnez pendant ces 2 années. Et puis, la vie ne s'arrête pas à la prépa. C'est-à-dire que, justement, on prépare quelque chose. Donc, il faut aussi les aider à se projeter et les rassurer dans ce moment-là où il y a beaucoup de doutes. Oui, il y a beaucoup de doutes. Alors, bien sûr, alors, moi, je suis pédagogue, hein, il se trouve que, et je tiens à le rester. Donc, je ne sais pas ce que fait le coach. En revanche, je sais ce que je fais. Donc, moi, j'apprends, si vous voulez, des techniques d'apprentissage. C'est-à-dire, j'apprends à pédaler. Je n'apprends pas, en revanche, dans le cadre de mon métier, dans le cadre de ma certification, si je puis dire, je n'apprends pas le paysage, la carte du Tour de France qu'ils vont faire. Moi, j'apprends juste à pédaler vite. J'apprends à pédaler de telle façon que, quand il y a un col, eh bien, on soit effectivement au niveau pour faire le col. Vous voyez, que peut-être il faut éviter l'hypoglycémie. Voilà, là, j'irai jusque-là peut-être. Mais au-delà de ça, bon, moi, j'ai un programme à faire, etc. Donc, je suis pédagogue. Je les prends à un certain niveau. Je connais le niveau du concours auquel ils aspirent. J'essaie d'établir des exercices, des techniques d'apprentissage qui font qu'ils vont se retrouver au niveau. Voilà. Moi, c'est ce que je fais, en fait. C'est vraiment intéressant parce que on est dans la même posture, en fait. Le coach, il est là pour redonner le pouvoir à la personne, lui donner les moyens de se déployer exactement ce que vous faites, en fait, quand vous dites je leur apprends à pédaler et je leur donne les moyens d'y aller, en fait. Et nous, on va essayer vraiment dans notre accompagnement, quand on disait de les aider à mieux se connaître, c'est d'aller chercher leurs forces, tout ce qui va être source d'énergie pour eux et de telle sorte qu'ils puissent y aller par eux-mêmes et qu'ils redeviennent acteurs, qu'ils soient acteurs en fait de leur projet,
Il y a aussi l'entraide par les pairs, échanger avec les anciens élèves, et vous nous proposez le témoignage. En fait, vous me l'avez envoyé par mail, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai dit on va le regarder. Donc on va regarder le témoignage de Flora qui a démarré son post-bac par la prépa littéraire. Bonjour à tous, je m'appelle Flora Canetti. Je suis ravie de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Je travaille actuellement à l'étranger, au Vietnam, mais je vais revenir un petit peu sur mon parcours d'études supérieures qui m'a amenée jusqu'ici aujourd'hui. Je viens de la région bordelaise, plus précisément dans le Médoc et la ville de Pauillac. J'ai fait mes études au collège Pierre de Bellem, qui est un collège classé en réseau d'éducation prioritaire, ainsi qu'au lycée Odilon-Redon, toujours à Pauillac, où j'ai passé un baccalauréat littéraire. J'ai choisi de partir étudier en classe préparatoire littéraire pendant 2 ans. J'ai d'abord fait ma première année en clé-sup au lycée Camille Jullian à Bordeaux. Et ensuite, j'ai poursuivi en faisant une hypocagne au lycée Gaz de Balzac à Angoulême. Ces 2 années de classe préparatoire ont été assez exigeantes en termes de charge de travail ou encore de discipline. Mais elles ont été aussi très bénéfiques car j'ai pu y rencontrer des élèves de grandes écoles qui venaient faire des présentations de leur parcours et de leurs études dans ma classe. Et c'est ce qui m'a motivée par la suite à passer le concours d'entrée à Sciences Po Bordeaux pour une filière internationale, la filière franco-marocaine. Cette formation me permettait de partir étudier 1 an sur 2 à Casablanca. Et c'était vraiment un souhait de ma part que de casser un petit peu ma routine et commencer un parcours à l'international. C'est quelque chose qui m'a poursuivi sur le reste de mon parcours puisqu'après j'ai fait un master de politique internationale et j'ai effectué plusieurs stages en ambassade, notamment à l'ambassade des États-Unis à Paris ou encore à l'ambassade de France au Niger. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'ai obtenu mon diplôme et je travaille donc au Consulat général de France à Ho Chi Minh Ville au Vietnam pour de la diplomatie et de la coopération culturelle et universitaire. C'est un poste qui me plaît beaucoup et qui est très intéressant au quotidien, donc j'en suis très satisfaite. J'ai effectué un parcours vraiment progressif, petit à petit. Je ne me suis pas précipitée à viser haut et excellent dès le début. J'ai réussi en connaissant mes limites, en sachant qu'il fallait y aller palier par palier et voilà, à ne pas me précipiter tout de suite à passer les concours les plus importants. J'ai fait petit à petit en accumulant des connaissances nécessaires chaque année pour pouvoir un peu plus viser plus haut à chaque fois. Voilà, il faut prendre le temps de s'écouter, de savoir ce que l'on veut exactement. J'espère que vous choisirez un parcours dans lequel vous vous sentirez à l'aise, qui vous intéressera et dans lequel vous vous sentirez heureux avant tout. Je n'ai eu que 3 minutes pour vous présenter mon parcours aujourd'hui, ce qui est très court, mais si jamais vous souhaitez me contacter pour en savoir plus, pour avoir des conseils, n'hésitez pas, je vous mets mon contact juste ici. Et au plaisir de pouvoir discuter avec vous. C'est important en fait aussi, j'imagine, pour les étudiants que vous accompagnez, d'avoir des exemples de partage d'expérience. Oui, totalement. Alors, le retour d'expérience, il se trouve que c'est un dispositif Yes We Can. C'est un moment où ils voient en fait incarner la possibilité. C'est-à-dire, à cause des déterminismes, ils pensent en termes d'improbabilité. Nous, on veut produire justement on veut en quelque sorte produire des possibles en fait. Et donc, cette idée qu'il faut tenir compte du contexte, des lourdeurs, des inerties, vous voyez, et progressivement se construire, tout en s'écoutant, c'est quand même essentiel. Et pour ça, il y a les retours des anciens. Or là, il se trouve que Flora est encore jeune, hein, mais on fait aussi venir des gens qui sont plus installés dans la vie pour pouvoir du même coup accompagner, traiter l'information, si vous voulez. Alors, je vais vous dire ce qu'on a fait il y a quelques temps. Bon, il y a de plus en plus de doutes des jeunes sur la positivité à faire une classe préparatoire. Finalement, on fait beaucoup d'efforts pendant 2-3 ans. 80% de ceux qui sont admis, en fait, sont, si vous voulez, à Bac plus 3. On passe au concours à Bac plus 2. Pour les écoles de journalisme, c'est pareil. Hein. Donc, si vous voulez, on leur dit, bon, bah, bien sûr, la première année, ça va être plus difficile. Ce sont toujours les mêmes qui vont réussir. Donc, dès la première année, la deuxième année, il faut aller plus loin. Donc, c'est un coût. Qu'est-ce que, du même coup, il se pose la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire une classe préparatoire, finalement, de se mettre dans ce système de rigueur hyper exigeant, et si je puis dire, puisque c'est un terme à la mode chez les politiques, se mettre à niveau. Vous voyez ? Alors, c'est coûteux. Et du même coup,
on fait venir des anciens qui ont bénéficié de la structure préparatoire et qui, du même coup, sont déjà installés dans la vie. Et la première personne qu'on a fait revenir, qui avait bénéficié des classes préparatoires, qui venait, si j'ai bien compris sa biographie quand même, de la ruralité, qui était donc issu lui aussi de la diversité, c'est un certain Papendiaï. Papendiaï a accepté pendant toute une journée de partager, dans le cadre de ce retour d'expérience, ce qu'on appelle nous le colloque, si vous voulez, eh bien, est-ce que ça vaut le coup ou pas encore de faire des classes préparatoires? Voilà. Ça a été une masterclass. C'est un moment, effectivement, de partage d'expérience, si vous voulez. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo, je trouve, c'est son conseil d'y aller étape par étape. Ne pas viser trop tout de suite, ça, vous m'en avez parlé. C'est important, en fait, d'y aller progressivement. Mais j'ai aussi envie de vous poser une sous-question là-dessus, parce que le temps file. C'est un peu une question de riche aussi, non, de se dire, bah, on verra, je vais y aller étape par étape, je vais commencer par ça, puis après peut-être que j'irai par là, puis après peut-être que j'irai par là. Finalement, est-ce que là aussi, il ne se niche pas une énorme même inégalité sociale? Oui, bien sûr, mais c'est justement pour tenir compte de cette inégalité sociale. Nous, on sait effectivement, donc il y a été question de la clé sup, donc je vais revenir dessus. On sait effectivement le type de profil qu'on recrute, si vous voulez, hein, on va en parler. Ils n'ont pas une vision a priori. Redit en d'autres termes, ils n'ont pas un parcours linéaire. Le 21 novembre, si vous voulez, on fait venir au Théâtre Femina des gens de la Cordée, Cordée de la Réussite, donc la fameuse clé sup dont il a été question, des jeunes qui viennent de Parentis-en-Born, de Sainte-Foy-la-Grande, de Pauillac, etc., etc. Bon, ils vont rencontrer qui? Ils vont rencontrer en fait les fondateurs du Grand Continent. Ce sont deux cagneux d'H4, du lycée Henri IV, et du même coup, ils vont dire comment en 6 ans, ils sont devenus les leaders de la géopolitique, qui est une discipline académique qui est socialement la plus clivante, voyez, dans la conception des sujets du baccalauréat. Donc c'est pas rien. Et du même coup, qu'est-ce qu'on propose, nous? On dit, il y a une étape intermédiaire qu'on appelle actuellement, en tout cas, une CPES. Donc en 1 an, on essaie de les accompagner petit à petit et d'être un petit peu l'escalier manquant, au sens de chaînon manquant, vous voyez, dans cette progressivité vers la réussite. Et donc, Flora est un pur exemple, et savoir qu'ils sont en co-construction. Au fur et à mesure, leur capital symbolique va s'enrichir. Ça va produire des intérêts. Ils vont mieux s'orienter en fait dans ce dédale. Et dire qui aurait dit que Flora Canetti quand même travaillerait dans l'ambassade d'Ho Chi Minh défendre les intérêts de la France. Il ne faut pas oublier qu'elle vient d'un territoire où on disait qu'il retourne en Afrique. Moi, je disais aux mêmes députés, faites-la revenir en France. Vous voyez, ça serait très intéressant de le faire comme ça aussi. Voilà. Donc, on produit au fur et à mesure, on co-construit un parcours progressivement, sans annuler ce qu'on peut appeler une violence symbolique, parce que pour les types de jeunes auxquels la clé sup, c'est plus de 40% de boursiers dans cette classe. Ah oui. Plus de 40% de boursiers. Et on y tient. Hein. Ouais. Donc il y a tout un système de recrutement où il y a des bonifications quand on est éloigné, etc., etc. Donc, si vous voulez, cette progressivité, qui est peut-être d'ailleurs le propre de la pédagogie, vous voyez, tient compte d'abord de quelque chose, c'est que ceux qui sont effectivement très favorisés, ceux qui peuvent faire un parcours linéaire, tant mieux. Mais ceux qui ne l'ont pas, est-ce qu'ils ont encore une chance dans notre système? Notre idée, c'est oui. Et donc, il faut produire effectivement une classe préparatoire aux études supérieures. Donc, ce n'est pas une CPGE, vous voyez. C'est encore une fois un chaînon manquant dans cette course qu'on fait comme ça, progressivement. Et puis la deuxième chose, si vous voulez, quand ils sont copiés, après, on garde le contact avec eux. Et eux-mêmes, d'ailleurs, on garde le contact. Alors, je suis très content dans le cas de la vidéo. Je suis très content, d'ailleurs, que vous ayez gardé cette vidéo de Flora, parce que c'est vraiment un parcours magnifique. Vous voyez, elle n'a pas fait non plus une très grande prépa après. Elle a fait une prépa dite de proximité. Et dire que l'État, les puissances publiques, parient encore sur la décentralisation, c'est quand même pas rien, si vous voulez. Et réussir Sciences Po Bordeaux, deuxième Sciences Po de France, depuis Angoulême, bravo. Voyez, mais c'est tout un parcours qui a commencé dès le Collège Belém, on dit toujours Médoc, Pauillac, etc. Mais finalement, on peut réussir aussi depuis ces territoires. Comment, pourquoi? Elle a toujours été accompagnée. Bien sûr, la décision lui revient. Hein. C'est elle qui a décidé de venir en classe préparatoire, de ce qu'on vote aux exigences. Pour la petite histoire, dès la fin de la clé sup, elle était admissible au concours de Sciences Po. Vous voyez? Bravo. Merci beaucoup. On va passer aux questions du public. Abdi, est-ce que vous qui êtes le maître des questions ici? Vous doutez bien, Laetitia, qu'il y a énormément de questions au standard.
standard explose, comme le on dit. standard explose. Donc, Et il nous reste 11 minutes. Alors voilà. Donc, C'était l'information que vous attendiez. eh bien, oui. Alors, bon. Beaucoup de questions sont posées sous l'angle de la question de la plus-value. De la plus-value du coach privé dans un système existant, gratuit. Donc, je la pose telle qu'elle. Elle a été déclinée de plus de 10 façons différentes. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'efficacité? C'est-à-dire, alors ça c'est la bonne façon, enfin la gentille façon de la poser. À quoi sert un coach quand tout existe? Quelle est la plus-value d'un coach par rapport à un conseiller d'insertion professionnelle, par rapport à un PsyEN, par rapport à un CIO, qui eux sont gratuits? Voilà. Alors, les familles qui viennent nous voir, donc je parle en individuel, sont souvent déjà passées par le CIO et ont eu un accueil certes chaleureux, mais avec un besoin de prendre le temps. Et dans les CIO aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir accompagner les jeunes sur plusieurs séances et pouvoir prendre le temps. Voilà, c'est un des facteurs qui fait que les familles nous contactent. Je pense qu'on est extrêmement complémentaires et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Daniel, c'est on s'appuie énormément sur toutes les structures existantes et bien évidemment on est des fans de l'ONICEP, CIDJ, J-Box, etc. Enfin, voilà, on travaille beaucoup avec tous ces moyens. Et en fait, je comprends pas très bien finalement qu'est-ce qui est gênant dans cet apport du coach. Finalement, dans tout ce panel, en fait. Pourquoi Alors, c'est une autre question, justement, peut-être. Je vous la pose telle qu'elle a été posée. Hein. Ne pensez-vous pas qu'en proposant un accompagnement payant, vous contribuez au déterminisme social qui biaise l'orientation? Alors on est bien d'accord, on est souvent dans le privé, mais comme je le répète, on travaille aussi dans le public. Donc je ne pense pas forcément qu'on contribue au déterminisme social. Quand on intervient sur les salons, nous sommes partenaires avec Génération 15-25, des CCI qui font les nuits de l'orientation. On intervient partout en France où les CCI veulent bien nous accueillir, enfin où ont besoin de nous accueillir, et où on fait déjà des ateliers pour les jeunes. On a des retours suite à ces ateliers en disant « Oui, tiens, ça m'a déclenché ça, donc maintenant je vais réfléchir à ça et je vais pouvoir aller plus loin. » Voilà, on essaye dans la grande majorité des coachs de faire énormément de bénévolat, aussi au sein donc, des associations. Ce n'est pas un métier où on gagne bien sa vie, être coach de jeunes. Si on avait voulu bien gagner sa vie, on serait resté coach en entreprise. Et là, c'est extrêmement bien rémunéré. Voilà. J'avais une autre petite question. Moi, je suis très prête, Catherine aussi, hein, à intervenir pour la région, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an sur une année scolaire aux orphelins apprentis d'Auteuil, à accompagner par le coaching collectif une classe d'enfants qui avaient des parcours très compliqués, des sacs à dos très lourds, etc. Voilà. Nous ne sommes pas salariés, nous sommes indépendants. Et voilà, on est prêt à travailler pour ceux qui veulent faire appel à nos services. J'ai juste une question. Est-ce que vous êtes sollicité par les écoles privées? On est sollicité aussi par des établissements privés. Comment est-ce que privés. vous gérez cette sollicitation, ces sollicitations?
C'est-à-dire ? C'est-à-dire, j'imagine que les écoles viennent, une école de communication va venir par exemple se présenter à vous. Comment est-ce que vous faites finalement ? Est-ce qu'à un moment donné, vous allez indiquer à un élève une école, proposer un concours pour entrer ? Est-ce qu'on est prescripteur ? C'est ça la question. Non, on n'est pas prescripteur. On a fait un salon l'autre jour à Kitech. Donc salon de l'orientation ici à Bordeaux, on a des formations qui sont venues nous voir en nous disant est-ce que vous pourriez pas parler de nous ? Alors nous on a été très intéressés par ce qu'ils faisaient. Ils demandent comme ça ? Éventuellement oui. Ah oui. Et on leur a dit écoutez non, nous on n'est pas prescripteurs. Ce que je voulais ajouter, parce que je voudrais bien spécifier aujourd'hui que coach n'est pas synonyme de privé et de riche. On a des coachs qui interviennent à Paris en première année d'université à Malakoff. On a deux coachs de l'association qui interviennent sur l'accompagnement des élèves en première année d'université. Vous n'êtes pas sans savoir que l'échec étudiant en première année est immense. Et donc l'échec de la licence. Voilà. Et donc ces universités-là font appel à des coachs pour pouvoir faire en sorte que ces élèves arrivent au moins à la fin de l'année et vraisemblablement poursuivre leur cursus ou se réorientent rapidement au cours de la première année de licence. Donc voilà, on intervient à différents niveaux et on ne fait pas que du privé. Voilà. Et suivant l'objectif qui nous est fixé, moi j'interviens aussi dans des établissements scolaires et j'ai vraiment à cœur de compléter avec le temps que j'ai et la formation que j'ai, de pouvoir compléter l'offre qui est apportée par les enseignants. Donc voilà, on intervient aussi dans des établissements supérieurs. Voilà, Alors justement, vous parlez de formation, la question était posée de est-ce qu'il existe des formations type, est-ce qu'il existe même un cursus type, et est-ce qu'il y a une organisation nationale qui regroupe votre profession ? Alors, on a différentes écoles de coaching en France. J'adore vraiment. Donc, on a, pour être plus sérieux, on a différentes écoles de coaching. Le diplôme qui est délivré est un diplôme avec un RNCP 6 aujourd'hui, donc niveau Master 1. Voilà. Et donc, quand les familles font appel à des coachs, ce qu'on leur demande de vérifier, c'est le diplôme du coach qui est présent en face 2. Parce que comme on l'a dit en ouverture, on peut être coach de tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, ça n'est pas une profession véritablement encadrée. Et le plus, c'est de demander aussi si le coach est supervisé. Parce que c'est un espace qui est très important pour nous les coachs, de pouvoir avoir un accompagnement nous-mêmes sur la façon d'accompagner les jeunes, sur notre posture. C'est une remise en cause permanente. Voilà. Voilà, puis il y a 3 fédérations au moins de coachs, comme ICF. On a ICF, EMCC, qui sont des fédérations historiques de coaching, et des écoles de coaching en parallèle de cela. Très bien, merci. Et quelques questions. Une dernière question. Oui, plus techniques, alors plus presque des demandes de coaching en fait. Face à un jeune qui n'a aucune envie, sur quel levier on peut agir ? Alors, je vais parler personnellement. Moi, je vais travailler beaucoup sur la motivation. Quelles sont ces motivations intrinsèques ? J'en ai pas.
Ah si. Ah, alors là, tu fais bien le je suis jeune. désolée, mais vous en avez. Et c'est tout l'art du coach, justement, de faire parler le jeune. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un adolescent n'est pas toujours très disert. Donc, on a souvent en face de nous, effectivement, des réponses « je ne sais pas ». On va passer par... On a des outils pour les faire parler. Ça fout un peu la trouille. Non, je suis un peu provocatrice, très clairement. Très provocatrice. Mais on a des outils pour les faire parler, effectivement. Et ça peut être des outils ludiques. C'est souvent même très ludique. Voilà. Ok. J'espère. Le moins motivé que j'ai été appelée à rencontrer, c'était un jeune qui voulait plus lever. Là, véritablement, on n'est pas à un niveau 0, mais on est à un niveau très faible. Autrement, voilà, le jeune qui est venu en face de moi, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui fait que il a envie d'y croire, il a envie, voilà. Et puis on va chercher les sources de motivation dans tout ce qui est de l'ordre des activités qu'ils peuvent pratiquer en dehors de l'école, voilà, même si quelquefois ils n'arrivent pas à trouver au sein de l'école de quoi se motiver, on trouve beaucoup de choses en dehors et même voilà, on va se promener du côté des réseaux sociaux, des influenceurs. Ben voilà, qu'est-ce qui t'intéresse là? Parce qu'on ne va pas voir tous les mêmes influenceurs et dans les réseaux sociaux, à quoi tu vas t'attacher en particulier, etc. Enfin, on va vraiment essayer de creuser à partir de l'ensemble de la personne et d'aller chercher ce qui est vivant, ce qui est et puis quelquefois, ben voilà, il y a des petites braises, on va essayer de souffler dessus et d'aller chercher le rêve qu'il peut y avoir derrière et de voir comment concrètement on peut l'aider à mettre un pied devant l'autre. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On peut vous applaudir. C'est l'heure de la pause. Nous nous retrouvons donc à 14h pour notre ultime conférence. J'en étais sûre. Des outils. Génial. Merci. Les moyens de vous faire parler, exactement.